Sur le panneau d'entrée, je peux lire « Visite tous les jours de 8h à 18h. Les mineurs non accompagnés ne sont pas admis. » Je suis face à un grillage vert foncé, en haut duquel trônent des barbelés. Derrière celle-ci, on distingue un bâtiment abordant le drapeau français. Sous ce drapeau, une seconde inscription. Ministère de l'Intérieur, Police nationale, centre de rétention administratif. La barrière de la langue, c'est difficile. L'enfermement, c'est difficile. Je me suis rendu compte qu'en fait, la vie, c'était pas ça. En fait, il y avait des chevaux et des papiers. La Croix-Rouge n'avait pas la capacité d'aider tout le monde. Quand tu sors de chez toi, tu sais même pas quand tu vas rentrer, tu vois. T'es 5 policiers pour moi toute seule. On est un peu comme des saïmiris derrière la caisse, ils vendent des bananes. Horizon Migration, un podcast de Camille Doms. Un après-midi, je me suis rendue au CRA pour rencontrer un détenu haïtien qui est là depuis 16 jours. On l'appellera Monsieur Nilus. Je vais vous décrire cette rencontre que je n'ai pas pu enregistrer. Ça me semble important, d'abord parce que c'est le lieu dont j'ai le plus entendu parler à la CIMAD, mais c'est aussi parce que c'est une étape fréquente du parcours migratoire et une crainte quotidienne pour les sans-papiers. Un CRA, donc un centre de rétention administrative, c'est un centre de privation de liberté où sont enfermées les personnes étrangères en situation irrégulière, sans papier, qui ont été interpellées par la police ou par la gendarmerie sur le territoire et pour lesquelles la préfecture a délivré une mesure d'éloignement, une obligation de quitter le territoire. Donc, ces personnes sont enfermées dans le centre de rétention le temps que les autorités, la préfecture, en lien avec la police, notamment la police aux frontières, organisent leur expulsion, leur éloignement vers leur pays d'origine ou un pays dans lequel ils sont admissibles. J'ai donc sonné à l'interphone du grillage vert. J'ai annoncé qui j'allais voir. Le portillon s'est déverrouillé. À l'entrée du bâtiment, dans une cabine, la policière me demande ma carte d'identité. Je lui tends, elle la regarde, j'attends. Elle m'appelle, je passe la porte du centre de rétention administratif. On traverse une cour intérieure pour entrer dans une seconde partie du bâtiment. Je passe un portail de sécurité, comme dans les aéroports ou dans les musées parisiens. On m'ouvre un petit casier. Je dois y déposer toutes mes affaires, téléphone compris. Le policier me demande qui je viens voir. Il ne comprend pas et me fait répéter le nom que je dois sûrement mal prononcer. Finalement, il ouvre une porte massive et hurle le nom en question. Un homme apparaît, celui que je dois rencontrer. On nous ouvre une salle sans fenêtre, tout en long, éclairée par un néon. À l'intérieur, il y a une rangée de tables séparées par des planches à hauteur d'yeux. On s'installe au fond de la salle. À l'entrée, un policier nous surveille. Monsieur Nilus commence par me raconter son arrestation. Il m'explique qu'il a été arrêté lors d'un contrôle routier. Il conduisait sans permis et a été arrêté pour cette raison avant que la police ne se rende compte qu'il n'avait pas de papier en règle. En effet, pour passer son permis haïtien en permis français, il aurait dû entreprendre des démarches auprès de la préfecture et lors de ces démarches, il aurait aussi dû présenter des papiers en règle. Ainsi, il lui était impossible de circuler en voiture légalement en France alors même qu'il sait conduire. Ce qui est vicieux, c'est qu'une entorse à cette règle coûte très cher. On en parlera dans un autre épisode, mais pour obtenir ce qu'on appelle un titre de séjour, qui régularise une personne sur le territoire, il y a des conditions élémentaires. Parmi elles, ne pas avoir commis de troubles à l'ordre public. Et conduire sans permis est considéré comme un trouble à l'ordre public. Concrètement, ça veut dire que parce que M. Nilus conduit avec un permis haïtien, qu'il ne peut pas faire passer en permis français, il aura des difficultés à obtenir les papiers qui lui manquaient pour obtenir ce fameux permis français et conduire légalement. Je lui ai demandé s'il était accompagné dans cette voiture. Il m'a expliqué qu'à ce moment-là, il conduisait une femme et un enfant avec qui il n'entretenait pas de liens familiaux. Je me suis alors demandé comment se passait une arrestation lorsqu'une famille sans papiers était arrêtée.
J'ai posé la question à Pauline Raille, responsable régionale de l'action rétention en Outre-mer à la CIMAD. Je ne suis pas présente au moment des interpellations, mais ce qu'il est probable de se passer, c'est que si le père et la mère sont tous les deux en situation irrégulière et qu'ils sont avec l'enfant, peut-être que la police va interpeller seulement un des deux parents et laisser l'autre, même s'il est en situation irrégulière, libre avec l'enfant, pour pas laisser l'enfant tout seul. Ce qui s'est déjà produit par contre, c'est des interpellations de parents sans papier qui vivent sur le territoire avec leur enfant et l'autre parent n'est pas présent sur le territoire. Donc le parent qui est en Guyane, s'il est interpellé, souvent à un moment où il n'est pas en présence de son enfant, si l'enfant par exemple est à l'école ou si la personne est sortie faire des courses et a laissé l'enfant à une connaissance, à une cousine, à une voisine, etc. La personne est interpellée et peut tout à fait être placée au centre de rétention. Et donc à ce moment-là, l'enfant il se retrouve sur le territoire sans représentant légal, sans autorité parentale. Et s'il y a un éloignement, s'il y a une expulsion du parent, effectivement, ça peut poser de grosses difficultés, une grosse problématique. Soit légalement, l'enfant devrait être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, par l'ASE, mais ce n'est pas si simple. En Guyane, il n'y a pas beaucoup de places à l'ASE, il n'y a pas beaucoup de familles qui ont des places pour accueillir des enfants isolés. Ce qui peut se passer souvent, parce que heureusement ça ne s'est pas produit fréquemment depuis le centre de rétention de Guyane, c'est que l'enfant il est gardé par une connaissance, une voisine, etc., etc. Mais c'est très problématique parce que pour toutes les démarches, un enfant mineur a besoin de son représentant légal, que ce soit s'il y a des besoins de soins, s'il y a des besoins d'hospitalisation, pour la scolarisation, pour toute démarche administrative. Et du coup, est-ce que ça arrive que les parents seuls, qui élèvent leurs enfants seuls sur le territoire, refusent de monter dans l'avion ou dans le bus qui va les ramener dans leur pays d'origine? Et à ce moment-là, s'il y a un refus de coopérer, qu'est-ce qui va leur arriver? Alors, la plupart du temps, on a réussi à obtenir la libération de la personne, du parent qu'on a l'habitude de nommer parent isolé sur le territoire, par les juges, que ce soit les juges judiciaires, donc le juge des libertés et de la détention, ou les juges de la cour d'appel, ou les juges administratifs, donc du tribunal administratif. Monsieur Nilus a donc été arrêté par la police nationale, qui l'a amené au poste où il a passé une nuit avant d'être transféré au CRA par la PAF. Pendant son arrestation, on lui a bien expliqué où il allait être emmené et pourquoi. À son arrivée au CRA, on lui a donné une brosse à dents, un drap, une serviette de bain et un savon. On ne lui a pas fait visiter, on ne lui a pas dit qu'il pourrait consulter un médecin, ni parler de ses droits, et de la possibilité de voir la CIMAD pour les faire valoir. Il a donc choisi une chambre où il serait seul. Les chambres sont composées de 2 à 3 lits superposés. Les détenus sont donc entre 4 et 6 par chambre lorsque le centre est plein. Il y a de fines ouvertures en haut de la pièce qui donnent directement vers l'extérieur. Il y a 4 espaces de vie pour les détenus. Les chambres, la salle de bain qui comprend 4 douches individuelles et une toilette, une salle commune et un espace extérieur entièrement grillagé. J'ai pu le voir depuis le parking. Il y a une partie à l'ombre d'une tôle et une partie au soleil, qui ressemble franchement à une cage à cause du plafond grillagé. Le tout est très petit, une petite dizaine de pales de long, je dirais. Les repas sont servis dans le réfectoire. Monsieur Nilus m'explique que les plats préparés correspondent à un régime de l'Hexagone et qu'il ne les aime pas. En lisant différents témoignages, j'ai remarqué que c'était une critique courante, d'autant plus que les quantités sont faibles et qu'il arrive que les plats ne soient même pas réchauffés.
Au CRA, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut lutter contre l'ennui. Monsieur Nilus m'explique qu'il regrette de ne pouvoir utiliser son téléphone pour jouer à des jeux et contacter ses proches. En effet, il ne peut consulter son téléphone que 15 minutes, sous surveillance de la police et uniquement pour appeler des gens. Pauline m'expliquera plus tard qu'il existe aussi une cabine téléphonique au CRA, mais que pour l'utiliser, il faut une carte payante. Elle est donc plus utilisée pour recevoir des appels que pour en passer. À défaut de téléphone, il y a une télévision et une bibliothèque en français dans la salle commune. Un vélo elliptique dans la cour, il y a aussi des jeux, un baby-foot uniquement dans la partie des hommes, un Uno, des dominos et un jeu de cartes incomplet. Je crois que j'ai réellement compris à quel point l'ennui pouvait être lourd dans le quotidien de Monsieur Nilus lorsqu'il m'a répondu ravi qu'il pourrait prendre 1, 2, 3, 4 douches s'il le voulait, que les gardiens ne surveillaient pas. Ces journées commencent donc à 6h, lorsque les femmes de ménage viennent nettoyer la chambre. Puis le petit déjeuner à 7h, le déjeuner à 12h et le dîner à 19h. Entre-temps, il prend des douches et joue au domino. La nuit, Monsieur Nilus m'explique qu'il pense beaucoup, qu'il stresse et que l'angoisse est son second ennemi. Les principales difficultés qui sont rencontrées par les personnes enfermées en termes de santé, bien que je ne sois pas médecin ni personnel soignant, c'est souvent des maux MAUX liés au stress, à l'angoisse, plutôt des difficultés psychologiques à supporter l'enfermement, à ne pas savoir combien de temps ça va durer. Est-ce que les personnes vont être libérées ou pas? C'est plutôt des difficultés psychologiques que des maladies qui se déclareraient au centre de rétention. Les seules affaires que Monsieur Nilus a avec lui au CRA sont celles qu'il avait en entrant dans le centre, à savoir ses vêtements. Monsieur Nilus n'a pas de famille en Guyane, il habite seul, personne ne peut lui apporter d'autres vêtements ou même un livre. Au CRA, on lui a dit qu'il habitait trop loin et donc que personne n'irait lui chercher des affaires. Du coup, tous les jours, il nettoie son t-shirt dans le lavabo du centre avec son savon, mais pour le bas, il m'explique qu'il ne peut pas attendre nu que ses affaires sèchent. J'ai demandé à Pauline Rail quelles affaires les personnes retenues au CRA pouvaient avoir avec elle et comment elles pouvaient se les faire rapporter. Je me demandais si le cas de Monsieur Nilus était fréquent. Alors les personnes arrivent au CRA comme elles ont été interpellées. Parfois juste avec la tenue qu'elles portent sur elles et rien d'autre. Au centre de rétention, les personnes peuvent recevoir des visites ou se faire apporter des affaires. Encore faut-il qu'elles aient de la famille ou des proches, qu'elles puissent les contacter et que ces personnes-là puissent se déplacer jusqu'au centre de rétention, puisque le centre n'est pas desservi par les transports en commun et se trouve quand même à une quinzaine de kilomètres de Cayenne ou des environs, là où habitent la plupart des personnes. Si les personnes arrivent à recevoir de la visite, des vêtements peuvent leur être apportés, des produits d'hygiène, un téléphone portable, sachant que si le téléphone comporte une caméra ou un appareil photo, il ne pourra pas être intégré dans la zone où se trouvent les personnes et restera dans la fouille. Et du coup, la personne peut le consulter uniquement si elle demande à la police son autorisation. C'est ça. À ce moment-là, la personne peut l'utiliser sous contrôle de la police pendant quelques minutes lorsque c'est vraiment nécessaire. Les personnes peuvent aussi se faire apporter de la nourriture seulement lorsque c'est de la nourriture qui est achetée en magasin, en supermarché et qui est emballée. Il n'y a pas d'autorisation, sauf exception, à se faire apporter des plats préparés à la maison. Et les personnes devront de toute façon consommer cette nourriture pendant la visite, dans la salle de visite, et n'ont pas le droit de l'apporter dans la zone de vie. Et du coup, si elles ont besoin qu'on leur apporte des affaires en prévision de leur expulsion, est-ce que quelqu'un peut aller chercher pour eux une valise ou est-ce que c'est uniquement leurs proches qui doivent leur ramener leurs affaires? Au centre de rétention, un des acteurs est l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont une des missions est justement d'accompagner les personnes retenues à la préparation de leur retour
dans leur pays d'origine, à la préparation de leur expulsion. Et pour ça, il peut aller récupérer des affaires, une valise, 2 valises, chez la personne, dans un périmètre de 50 km autour du centre de rétention, sachant qu'il faut à ce moment-là qu'une personne au domicile lui remette la valise. L'agent de l'OFI ne peut pas rentrer dans le domicile de la personne puisque la personne qui est retenue ne l'accompagne pas au domicile. La personne retenue reste au centre de rétention. Et parfois, lorsque l'habitation se trouve dans un quartier sensible, l'agent de l'OFI peut refuser de s'y rendre parce qu'il considère qu'il ne sera pas en sécurité. Et du coup, la personne que j'ai rencontrée au CRA m'a dit que ça faisait 9 jours que l'agent de l'OFI n'était pas présent et du coup ne pouvait pas lui apporter des affaires. Est-ce que c'est fréquent que le personnel de l'OFI au CRA de Cayenne, enfin de Matoury du coup, ne soit pas actif? Au CRA de Matoury, il y a un seul agent de l'OFI qui intervient en semaine. Et effectivement, lorsqu'il est en congé, il n'est pas systématiquement remplacé. Donc, dans le cas d'espèce, c'était à une période où l'agent de l'OFI était en congé pendant plusieurs semaines consécutives et qui n'avait pas été remplacé. Parfois, les policiers se soustraient ou pallient à l'absence de l'OFI, mais pour certaines missions seulement, et principalement pour aller acheter des denrées de première nécessité, notamment les cigarettes et peut-être quelques produits d'hygiène. Finalement, l'entretien que j'ai eu avec M. Nilus se conclut sur demande de la police, qui nous a laissé plus de 15 minutes. Il me raccompagne à la sortie et referme la porte massive sur M. Nilus. Ces conditions de vie difficiles sont dénoncées par certains détenus qui décident de protester avec des grèves de la faim. Un ressortissant guyanien, placé au CRA de Matoury immédiatement après sa sortie de prison, témoigne dans l'épisode du second semestre 2022 du centre de rétention. Ici, c'est comme la prison, mais en pire. En prison, j'avais une baguette de pain entière tous les jours, je pouvais cuisiner, mais ici, tu peux rien faire. Par la fenêtre, il n'y a pas de moustiquaire, et à la tombée de la nuit, il y a plein de moustiques et de papillons qui entrent et ça gratte la peau toute la nuit. Ce matin, il y avait des larves partout dans les toilettes. À chaque fois qu'on veut aller aux toilettes, on doit faire la démarche d'aller demander aux policiers des morceaux de papier de toilette, car on ne nous donne pas de rouleau de papier entier. C'est humiliant. On ne dort pas dans les dortoirs car il fait beaucoup trop chaud. Les ventilateurs sont tellement saturés de poussière qu'ils ne ventilent plus rien. Avec les autres retenus, on préfère dormir sur les matelas par terre dans la salle télé. Il n'y a rien comme activité au CRA. Il n'y a même pas de dictionnaire dans la bibliothèque, alors que j'adore lire des mots français. Il n'y a pas non plus de table pour jouer au domino, donc il faut mettre une serviette par terre pour jouer, car si on y joue sur la table en verre du baby-foot, les policiers nous engueulent. J'ai commencé une grève de la faim hier soir, le 3 août 2022, par désespoir. C'est injuste. Je suis arrivé en Guyane en 1998, j'ai toute ma vie en France, j'ai déjà eu les papiers et je ne comprends pas ce que je fais là. J'ai besoin de mes papiers, j'en ai marre, je ne peux même pas les voir où ma mère est enterrée, et ça me rend fou. Ma vie, maintenant, elle appartient à l'État. Monsieur Nilus est finalement sorti du CRA le 24 juin, suite à une décision du juge des libertés qui lui a accordé une assignation à résidence. Il est donc toujours dans l'obligation de quitter le territoire français, mais attend que la préfecture organise son départ chez lui. L'assignation à résidence, c'est une décision qui permet à la personne de préparer son départ, ou en tout cas d'être dans l'attente de son éloignement à son domicile, plutôt qu'enfermé dans le centre de rétention. Et il y a des obligations qui sont liées à cette assignation à résidence pour permettre à l'administration de vérifier que la personne est toujours sur le territoire, est toujours dans l'attente de la réalisation de son expulsion. Donc la personne doit aller signer une ou plusieurs fois par semaine, voire même tous les jours. C'est décidé par l'autorité qui prend la décision d'assignation. Aller signer soit à la gendarmerie, soit à la police, selon la zone où l'on habite et selon si la zone dépend d'une zone de police ou de gendarmerie. La CIMAD a suivi plusieurs personnes assignées à résidence et a constaté qu'il était fréquent que les expulsions ne se fassent pas,
et que le temps d'assignation se termine. Les personnes ne sont pas expulsées, elles se retrouvent dans une situation juridique floue et angoissante. Pour terminer cet épisode, je voulais vous faire un aperçu des différentes nationalités que l'on rencontre au CRA. J'ai demandé à Pauline Rai de nous les décrire. Les autres nationalités, c'est les personnes de nationalité brésilienne et surinamaise qui, elles, sont expulsées et bien souvent très rapidement, en 24 heures ou 48 heures, puisque c'est des éloignements qui sont faciles par voie routière et donc rapides. Et ensuite, on a également des personnes de nationalité donc du Guyana, guyanienne, qui sont enfermées, et puis des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, à une échelle moins importante. On rencontre aussi des personnes européennes qui sont enfermées au centre de rétention et qui, la plupart du temps, souhaitent retourner en Europe, ce qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps que l'organisation de leur éloignement puisse être faite. Pourquoi des personnes européennes se retrouvent au centre de rétention ? Pour la plupart des personnes européennes que l'on va enfermer au centre de rétention, c'est des personnes qui ont été interpellées à l'aéroport alors qu'elles étaient en train de repartir, donc de quitter la Guyane, mais elles ont été interpellées avec de la drogue, soit incorporée, soit dans leur bagage. Et donc, elles ont fait l'objet d'une procédure particulière liée à la détention de stupéfiants. Et à l'issue, elles sont placées au centre de rétention pour être expulsées parce qu'elles ont aussi une mesure d'éloignement qui est prise par la préfecture. Donc en fait, elles sont placées au centre de rétention, parfois en lieu et place d'être placées en prison et dans le but de retourner dans leur pays. Si M. Nilus a pu finalement sortir du CRA grâce au travail de la CIMAD, son témoignage illustre des conditions d'enfermement difficiles, auxquelles lui et de nombreuses autres personnes sont confrontées chaque année. Les conditions matérielles d'accès aux soins et à l'hygiène sont largement compromises. Le CRA est souvent peu fréquenté, laissant les quelques détenus face à leurs pensées et leur santé mentale. Je me souviens que souvent, les salariés de la CIMAD m'ont reprise lorsque j'employais un vocabulaire carcéral pour parler du CRA et des personnes qui y sont enfermées. En effet, à la différence d'une prison, le CRA renferme des personnes qui n'ont commis aucun crime et aucun délit aux yeux de la loi. La présence illégale sur le territoire français n'est pas considérée comme un délit par les lois en vigueur, même si ceci est remis en question par certaines propositions de projets de loi. Ainsi, il n'était pas approprié d'utiliser ces mots. Mais j'avoue qu'après ces témoignages, il est difficile de ne pas voir un parallèle évident avec des conditions de détention carcérale. Je me demande d'ailleurs si l'amalgame entre personnes irrégulières et délinquants n'est pas nourri par ce type de traitement. Je voudrais remercier M. Nilus pour son témoignage et l'équipe de la CIMAD pour nous avoir mis en contact. Je remercie également Marius Bjor pour sa lecture. Le montage de cet épisode a été réalisé par Pierre-Éloi Fresneau avec des musiques de Morgane Alibert. Horizon Migration est un podcast de Camille Doms, en ligne sur toutes vos plateformes d'écoute.